La parole est à Madame Dubié. Oui, merci Madame la Présidente. Le groupe Liberté et Territoires soutiendra cet amendement. Il est nécessaire. Je crois qu'aujourd'hui, on voit bien combien des centres hospitaliers, pour pouvoir porter leurs projets d'investissement, sont obligés de grignoter sur leur crédit de fonctionnement. Plus que grignoter, c'est quasiment amputé, avec des fermetures de lits, avec des recrutements qui ne se font pas. Et je voudrais profiter de cette intervention pour dire que sur tout le territoire français, on a un vrai sujet aujourd'hui avec des urgences, avec des postes qui ne sont pas pourvus, des lignes de SMUR qui ne sont pas dotées. Et je crois que là, on a une priorité des priorités. Je pense que le ministère de la Santé devrait s'inquiéter très sérieusement de cette situation parce que ça touche beaucoup de départements sur le territoire français actuellement. Madame Dubié. Oui, merci Madame la Présidente. Tout de même, cet amendement est intéressant dans le sens où il répond en fait à l'organisation du financement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, pour alimenter la nouvelle branche autonomie, on ne parle que d'un prélèvement sur la CSG. Or, la CSG, c'est les salariés. Et du coup, au travers de cet amendement de Caroline Fiat, en fait, on fait aussi appel à un financement des employeurs. Et notre système de sécurité sociale est effectivement construit sur financement employeurs et salariés. Donc, je pense que dans la mesure où on n'a pas encore trouvé d'autres dispositifs de financement, je pense notamment au prélèvement sur les successions qui avait été proposé par notre groupe et rejeté l'année dernière, je pense que cet amendement a un intérêt et le groupe Liberté et Territoires le votera. Monsieur le rapporteur, il y a quelque chose que vous avez dit qui me dérange et même si effectivement, comme l'a dit le collègue d'Aréville, votre explication, bon, elle peut tenir la route. Si ce n'est, vous ne pouvez pas dire que vous êtes fier de ce que vous faites pour les hôpitaux. Quand on voit la situation dans laquelle on est, je veux en appeler aussi à votre ancienne profession. Vous êtes un médecin, vous devez être saisi. C'est pas possible que vous ne soyez pas saisi par vos confrères. Quand on voit les difficultés que l'on a de recrutement sur les urgences, je vous le dis, Haute-Pyrénées, l'Ariège, encore notre collègue Chassaigne aussi, à l'hôpital d'Ambert, enfin, dans l'Eure-et-Loire, j'ai vu également des articles, enfin, partout, il y a une tension, on ne trouve plus de médecins, des lignes de SMUR fermes, je le redis. Je crois qu'on a une situation catastrophique, on ne trouve plus de soignants. La crise Covid a été catastrophique en matière de personnel. Donc, il y a certes des efforts, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est fier. Ça, c'est pas possible dans la situation actuelle. Cet article 29, c'est un article extrêmement important. Il n'y a pas d'amendement tout simplement parce que tous nos amendements ont été jugés irrecevables. Je voudrais, alors d'abord, je salue effectivement cette revalorisation salariale de 183 €. Elle est ouverte à 2 nouvelles catégories d'agents, mais des agents publics. Et donc, on a quand même un sujet pour un certain nombre de personnels dans des établissements qui ne sont pas pris en compte et qui ne percevront pas cette revalorisation salariale. Je tenais à faire cette intervention parce que nous avons été saisis par de nombreuses associations d'employeurs, notamment en Occitanie, qui soulèvent cette inégalité de traitement et qui va les mettre en très grande difficulté. Oui, Madame Dubié. Excusez-moi de reprendre la parole, je fais vite, j'ai oublié de vous dire aussi, de demander aussi, pourquoi on dit dans l'exposé des motifs que pour les établissements médico-sociaux privés financés par l'assurance maladie, cette mise en œuvre, il n'y a pas besoin de dispositions législatives. Ça non plus, je n'ai pas compris. Pourquoi il le faudrait pour le public et pas pour le privé? Je vais passer la parole à Madame la rapporteure. Globalement, sur ces revalorisations, effectivement, elles ont eu lieu et elles vont avoir lieu parce que c'est progressif. Après, les personnels du secteur sanitaire puis des EHPAD, pour tout un tas de raisons. Mais c'est ce que je vous disais. Le constat a été fait notamment par Michel Laforcade. Il y a eu des négociations qui ont été conduites. Et donc, on a les agents publics qui ont d'ores et déjà été revalorisés. On va avoir ensuite les AMP, les AVS et les AES
à compter du 1er octobre. Et s'agissant du privé non lucratif, c'est-à-dire le secteur associatif, ça sera à compter du 1er janvier 2022. Mais encore une fois, cela concerne les personnels soignants et paramédicaux de ce secteur. Donc, ils vont bénéficier des mêmes revalorisations que le personnel soignant du secteur sanitaire. Voilà. Donc, ce dont on parlait en disant les oubliés du Ségur, ils sont bien pris en compte et ça coûte 500 millions d'euros par an. Donc, c'est un effort important. Merci, Madame la rapporteure, pour ces précisions. Madame Dubié, vous vouliez de nouveau intervenir? Oui, non, je voudrais juste avoir une réponse sur ma question concernant le fait que pour les établissements médico-sociaux privés, ça ne nécessite pas une disposition législative. Je voulais savoir l'explication. Mais bon, sinon, je redemanderai en séance. Très bien, Madame la rapporteure, vous avez une réponse? Ça relève en réalité de la convention collective. Voilà. Et on y reviendra, mais sur ces conventions, il y a aussi des rapprochements qui ont été annoncés par les fédérations employeurs, notamment Nexem et FEAP, et qui vont permettre aussi, pour le coup, de prendre en compte l'ensemble des travailleurs qui travaillent dans ces structures, donc travailleurs sociaux y compris. Merci.